Aujourd'hui, la recette du succès de l'Impact. On prend 10 petits princes, on ajoute 6 rois et on met au fort à 350. Un titre plus amer que sucré au Paris Saint-Germain, c'est la fin des M&M. Et Bob, où s'en vont jouer toutes les Canadiennes en Angleterre? Ici Assoun Camara. Ici Olivier Tremblay et vous écoutez Tellement Soccer. C'est un peu dur à décrire, le sentiment que ça me fait. T'sais, moi, je suis un gars d'ici, je suis un gars de Montréal. Puis ça a toujours été mon rêve de jouer ici, dans le stade Saputo, salle comble, puis de faire des arrêts pour remporter une victoire. Fait que, moi, je suis en train de vivre des super beaux moments. J'espère seulement pouvoir transmettre un peu mon énergie positive à la foule quand je peux. Puis heureusement, je crois qu'ils sont ressortis ce soir du stade contents. Ah. Les Bleus poudres, Assoun, est-ce que ça fait partie de ta culture populaire québécoise ou va falloir faire un peu Faut que j'apprenne d'éducation? Exactement, faut que j'apprenne encore un petit peu. Ouais, tu sortiras ta machine Google. Exactement. Puis tu iras voir ça, tu vas avoir beaucoup de plaisir, tu vas te perdre. Tu vas te perdre dans un grand trou dont tu ne sortiras jamais. Bienvenue à ce nouveau Tellement Soccer. Assoun, bonjour. Bonjour Olivier. Passez un bon week-end. Franchement, génial. Bon match en perspective ce week-end pour le CF Montréal. Il faisait super beau. Un très beau week-end à Montréal. Très beau week-end. Un match mixé au festival. Fuego aussi au stade olympique, sur l'esplanade. Qui était ta tête d'affiche, la tête d'affiche que tu surveillais plus attentivement à Fuego? Franchement, pas spécialement. Je connais pas trop, justement. C'est pas mon style de musique. Mais écoute, t'arrives au... Je t'imaginerais le petit danser là-dessus, là, ouais, ça serait pas mal. Ouais. Non, il y a quelques dames à l'écoute qui sont comme oui, absolument. C'est ça. Non, il y avait beaucoup de monde, énormément de monde. Donc, je sais pas, on a regardé le match un petit peu, on a fait un petit tour au festival. C'était vraiment très agréable. Il faut regarder par-dessus le mur du stade, j'imagine. Tu avais vu sur... Est-ce que dans le stade, on entendait ce qui se passait à côté? On entendait les basses. Ça devait être étrange. Boum, boum, boum. Les gens se demandaient ce qui se passait en bas. Ça a piqué notre curiosité. On a été faire un petit tour. Et voilà, oui, donc un beau week-end réussi, un bon petit barbecue hier aussi, relax avec des amis, au parc. Donc voilà. Pas invité encore. On m'a invité, c'était compliqué. Okay. T'es un ceux qui invitent. Toi le chef. Non. Là, j'étais juste un invité. Et puis, ouais, c'était un bon petit week-end en perspective. Ouais, voilà, pour ceux qui voulaient savoir ce que j'ai fait de mon week-end. La prochaine fois. Ben, ouais, moi, ça m'intéressait. Mais on peut revenir aux choses sérieuses parce que, bon, sur le terrain, une semaine après avoir eu la vigueur d'un ver de terre contre les Taureaux, l'Impact a réagi en Lyon et est fier comme un paon aujourd'hui. Exactement. Victoire contre... C'était comment dire, contre Miami, c'était... Les premières mi-temps des matchs du CF Montréal cette année, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, mais on dirait que ça prend du temps à se mettre en marche. Hein? C'est comme dans un festival. Ça prend une première partie, mais l'Impact assure sa propre première partie. Non, c'est vrai que ça a mis du temps à démarrer. On avait l'impression qu'on avait du mal à mettre l'emprise sur le jeu. On regardait beaucoup l'adversaire. On subissait le match d'une certaine façon et puis tu te demandais... Mais subissait le match sans le ballon, c'était étrange. C'est ça. Miami gérait en les laissant tourner. Puis... C'est ça, surtout à la maison où tu dois justement, dans l'esprit de rebondir, de te dire OK, on doit attaquer absolument et faire la différence rapidement. C'est pas ce que j'ai senti. Et tu sors de là, c'est vrai, avec beaucoup de... l'essentiel, c'est d'avoir gagné. Ils ont gagné, ils ont su gagner, il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai que... Ça s'applique aussi à mercredi contre Forge. Exactement. Et l'idée, c'était de se dire que, j'ai senti que... Je suis sorti du match avec beaucoup d'interrogations, paradoxalement, tu vois. Offensivement, même si Ford a marqué, il n'y a pas de problème, c'est très bien. Mais je veux dire, pendant tout le match, je me demandais, mais tu sais... Qu'est-ce qui se passe? J'analysais ses déplacements. Parlons-en justement. Ouais. Moi, il me frustre parce que de semaine en semaine, je veux avoir l'occasion de dire « Hey, ses pieds en ciment, je suis plus capable. » Telle chose, je suis plus capable, mais il marque. Puis il fait la différence contre Forge un peu. Puis, on va se le dire, mercredi, les occasions qu'il a ratées. Puis c'était un peu la même chose contre Miami. Je pense que contre Forge, c'était plus flagrant encore. Il se place dans ces situations-là, dans ces position-là où est-ce qu'il peut être crucial, mais
la finition ne vient pas. Puis là, Ouais. puis là, il réussit à faire ça avec l'entrée de la setter, le centre, puis il glisse, puis il marque. Ouais. C'est frustrant parce qu'on on dirait que les choses pour lesquelles on devrait le critiquer sont comme effacées par le résultat. Au final, il réussit quand même à faire la différence. C'est un joueur qui est hyper dur à analyser. Vraiment, vraiment. Tu parlais d'efficacité, il est quand même à 3 buts en 6 matchs. Et il arrive à faire la différence. Présenté comme ça. Non, hein? mais c'est ça, c'est que tu as ce regard-là, tu regardes comptablement, il est là, il est présent. Plus que ça, il se bat. Il se bat énormément Ça, pour oui, ça, l'équipe. oui, je pense qu'il n'y a personne qui C'est ça. trouve qu'il se traîne les pieds. Il fait énormément de Aussi, sacrifices. cimenté soit-il. Exactement, et je peux te dire que quand tu es dans un vestiaire et que tu as un attaquant qui est premier défenseur qui se bat comme ça sur un terrain, même s'il il est maladroit devant le but, tu as quand même le truc de dire ok, il s'est battu pour nous et tu es satisfait d'une certaine façon. Et puis, de l'autre côté, tu analyses justement ses déplacements, ses mouvements, son jeu en première intention, ses appels en profondeur, quand il faut demander dans les pieds, des contrôles super qu'il fait de la poitrine en nous donnant l'espoir qu'il va garder le ballon et aider l'équipe à monter. Et puis, C'est la suite qui fait sa mal. deuxième touche, elle est complètement aux antipodes de ce qu'on a vu. On se dit, mais c'est pas possible d'avoir autant de qualité sur une même action, en fait. Et c'est ce qu'on retrouve chez ce joueur globalement. C'est des coups d'éclat qui sont exceptionnels et qui sont gâchés après par une maladresse qui est exceptionnelle aussi. Et moi, ça me frustre de le voir autant frustré après de limite se tirer les cheveux, tirer C'est le vrai qu'il maillot. fait ça se dire- souvent. Tu sais, c'est devenu des skills justement qu'il a très souvent. Et moi, ouais, c'est assez paradoxal parce que j'ai du mal vraiment à me positionner, à être radical avec ce joueur-là parce que à la fin, malgré tout, tu gagnes un 0 de cette façon et tu remontes comme ça au classement. Donc, ouais, Mais là, il y a une blessure à Romel Kyoto. Ouais. On le sait, ça pourrait durer très Exact. longtemps. Exact. Le seul réel échéancier qu'on a, c'est ça va durer plus longtemps que la dernière fois. Ce qui n'est pas une chose que tu veux entendre quand tu parles d'un attaquant qui est rendu dans la trentaine maintenant et tout ça, quand ça commence à se répéter. Offort est là, fait un certain travail. C'est quoi la suite des choses à ce poste-là? Qu'est-ce que ça va prendre à ça? De l'imagination, je pense. De l'imagination. Mais de la part de qui? Est-ce que ça doit venir du Des coach? deux. Est-ce que ça doit venir du directeur Des sportif? deux, des deux. Parce que je pense vraiment qu'à la base, si tu me demandes ma première question, c'est qu'il faut absolument recruter. Il faut un attaquant qui puisse justement amener cette équipe avec un bon potentiel. On est parti sur un début de saison catastrophique. On se retrouve dans une situation, j'allais dire, inespérée au vu des premiers mois qu'on avait passés. Et là, tu as le potentiel, l'opportunité finalement, en ajoutant peut-être 1 ou 2 joueurs qui peuvent faire la différence, de grimper encore plus haut au classement. Donc ça, c'est dans le rôle d'Olivier Renard, en espérant qu'il puisse le faire avec Vassili. Mais de l'autre côté, si tu n'arrives pas à avoir ces renforts-là, il faut faire preuve de créativité, d'imagination aussi. Et moi, ce que j'ai vu de Sinussi Ibrahim, par exemple, c'est un des joueurs qui a été le plus remuant en première période. C'est pas exceptionnel, mais il a quand même amené de l'effort, sans mauvais jeu de mots. C'est là, je C'est ça. C'est très bon, ça, mais il a bien quand même amené des qu'involontaire. choses. Mais Ibrahim, clairement joueur et- de coupe. Le gars aime ça jouer en coupe. Oui, mais je pense c'est ce qui lui que réussit. je pense que quand tu poses la question aux joueurs qui jouent en coupe, ils se disent qu'ils peuvent être bons aussi en championnat. Donc c'est la question. Je sais bien, mais il faudrait qu'il le fasse au lieu de le penser. Exactement. Ou je sais pas, moi, un garçon comme Lassila Pailainen, est-ce qu'il est capable justement d'occuper une position peut-être plus axiale qui permettrait de créer de l'occupation et d'occuper les couloirs par des pistons aussi. C'est des questions, c'est de l'imagination, c'est au coach d'être créatif aussi et de se dire que oui, on n'a pas le choix, on va pas pleurer sur notre sort, même s'il est compliqué, parce que quand tu perds un joueur comme Kyoto, tu perds une valeur sûre de la MLS. En vrai, tu perds un 15 buts assuré en MLS. Donc, c'est à l'entraîneur de faire preuve de créativité et de pallier justement cette absence. Bon, à l'autre bout du terrain, on l'a entendu en début de bloc, Jonathan Sirois, Ouais. qui prend vraiment à cœur d'être le gardien de cette équipe-là. Il adore ça, clairement. Il vit les meilleurs moments de sa jeune vie. Et là, c'est 6 blanchissages de suite à domicile, toutes compétitions confondues pour Montréal. Et Jonathan Sirois, 405 minutes sans donner de but à domicile. C'est un record du club. Franchement, c'est drôle parce qu'au début de cette saison-ci, Jonathan Sirois avait une lucidité absolument irréprochable quand on compare en plus avec qu'est-ce qu'il avait pu dire par le passé quand il était arrivé en première équipe et qu'il avait dit « Ah, moi, je vais être un numéro 1 dans cette ligue-là, etc. » Puis que, bon,
ça va pas exactement comme il veut. Ça va en première ligue canadienne. Première vraiment bonne saison. Deuxième, un peu en deçà de ses attentes. Ça l'a un peu ramené sur terre. Puis là, boum, premier match contre Miami. James Pantemis se blesse. Depuis ce temps-là, c'est le filet de Jonathan Sirois. C'est incroyable, ouais. Moi, je suis impressionné, en fait, par ses performances. Parce que malgré les grosses défaites qu'a pu avoir le CF Montréal en début de saison, tu ne pouvais pas clairement l'incriminer et dire que on avait un mauvais gardien, entre guillemets. Ça n'a pas eu l'air de l'atteindre du tout. Il a eu l'air d'aborder ça avec beaucoup de pragmatisme. Puis même nous, dans nos analyses, rarement on s'est dirigé vers le gardien. C'était plus des faillites collectives, certes, mais on regardait la première ligne défensive, le milieu de terrain qui n'était pas au top. Mais dans des grosses défaites comme ça, où tu as enchaîné quand même un 5-0, un 4-0 sur 2 matchs, tu t'es jamais tourné en disant il faut absolument changer de gardien. Il n'y a pas eu de boulette dégueu. Exactement. Et je trouve que dans ce qu'il fait, dans le fait d'avoir vu le CF Montréal redresser la barre aussi, il y est pour beaucoup. À travers ses prestations, parce que moi je le trouve vraiment très bon. Sincèrement, j'aime beaucoup ce gardien, j'aime ce qu'il dégage, j'aime sa fraîcheur aussi. Ses déclarations, comme tu en as parlé, elles parlent bien entendu d'ambition, mais tu as aussi un gardien qui dégage quelque chose. J'ai aimé sa sérénité à travers le match aussi face à l'Inter Miami. Mais il est capable de montrer ses émotions aussi. On a vu que les 2 matchs contre Toronto prenaient encore une fois vraiment ça à cœur, puis allait célébrer à Toronto. Je le revois encore dans ma tête sur le terrain à Toronto, aller vers la section supporters adverse, puis les intriguer, les invectiver et montrer... Ça voulait dire beaucoup, beaucoup pour lui. Un sentiment de fierté. Et c'est ça, j'aime vraiment ce qu'il dégage. Il fait bien, il fait vraiment très bien. Il faut donner crédit justement à un gardien. Tu sais, il n'y avait absolument rien de garanti pour lui là, en début de saison, et on a l'impression que il y avait le débat avec James Pantemis, qui est toujours, et c'est à l'entraîneur de décider, mais c'est vrai que là, c'est difficile pour un gardien aussi de revenir de cette façon. Pantemis n'est pas revenu au jeu. Il y a des choix forts qui ont été faits aussi. On a l'impression que il n'a même pas eu de rotation en coupe. Exactement. Et ça veut dire beaucoup, je trouve. Je pense que c'est une marque de confiance que l'entraîneur veut lui donner et que lui arrive à saisir de façon exceptionnelle, parce qu'il bat des records et c'est pas anodin. Moi, j'ai vu des très bons gardiens au CF Montréal tout au long de l'histoire, et ce qu'il arrive à faire, faut lui donner crédit aussi et dire que ce qu'il fait, c'est vraiment très bien. Donc, on assiste vraiment à l'émergence d'un super gardien. C'est un des grands projets de ce club-là aussi, de créer un grand gardien d'ici qui va s'établir en MLS, puis qui va... Je veux dire, Jack Stern en parlait. C'était quelle époque, Jack Stern? 2014, 2015. Jack Stern, qui est maintenant entraîneur adjoint des gardiens à Brighton, qui était ici avant, puis qui disait, moi, je veux voir un gardien émerger d'ici, puis être un titulaire indiscutable avec Montréal, puis tout ça. Donc, on exclut Maxime Crépeau, même si on l'aime bien de l'équation, forcément, parce qu'il est allé faire sa niche ailleurs, mais... C'est ça aussi, avoir un club local, c'est de former les talents locaux aussi puis de leur donner une occasion plus haut niveau. Exactement, et tu as exclu Maxime Crépeau, mais par défaut. Je le rapatrie justement dans la discussion, parce que je pense qu'on a appris aussi de cette leçon-là, de voir des joueurs à fort potentiel, un gardien de but qui arrive à s'inscrire dans la ligue et à montrer tout son potentiel à Los Angeles. Et je pense que la démarche qui est faite, celle de donner la pleine confiance à un gardien qui est formé ici, qui a développé son amour pour le club ici et qui a travaillé fort en académie, je trouve que c'est une belle réussite, et ce qu'il donne aujourd'hui, il faut le mettre en avant. Il fait un gros travail, c'est un beau travail qu'il arrive à faire, et franchement, moi je suis juste impressionné par la prestance, comme tu le disais, et les prestations qu'il donne sur le terrain, donc bravo à lui. Et rapidement, c'était contre Miami, donc forcément on pensait à cet échange qui a amené Bryce Duke et Ariel Lasseter ici contre Kamal Miller et une valise pleine de 1,3 million d'argent d'allocation. La valise d'argent d'allocation n'a pas fait grand-chose sur le terrain samedi. Kamal Miller était là. Il a fait son match. Rudy Camacho avait souhaité qu'il fasse un mauvais match. Je ne pense pas qu'il a fait un mauvais match nécessairement. Mais quand tu regardes ça maintenant, Bryce Duke, Ariel Lasseter, on attendait Bryce Duke pas mal, mais Ariel Lasseter,
est-ce que c'est lui qui fait peut-être en ce moment pencher la balance du côté de Montréal quand on se pose la fameuse question qui a gagné l'échange? Oui, dans un sens, parce que c'est vrai que Bryce Duke, à son arrivée aussi, il faisait très bien. Il était très, très bon au début. Ouais, beaucoup de fraîcheur, beaucoup de spontanéité, des gestes de classe qu'il amenait sur le terrain. Et puis, depuis quelques semaines, il s'est un peu... sûr qu'il y a eu des choses difficiles pour lui, mais je l'ai trouvé vraiment en dedans face à l'Inter Miami. J'ai trouvé effacé dans le rythme. Je m'attendais à plus. Je pensais vraiment qu'il allait prendre justement ses responsabilités. C'est vrai que quand c'est contre Forge que je voulais vraiment voir plus aussi de Bryce Duke. Ouais. Et je trouve qu'il s'éteint un petit peu, il s'efface dans le collectif. Et c'est le piège aussi lorsque tu arrives et qu'il y a une sorte d'euphorie de tomber justement dans la simplicité. Moi, je veux le voir étincelant, je veux le voir bouger, proposer des choses. Et là, pour le coup, c'est pas assez bon. Donc, à lui de se bouger, de montrer qu'il est le joueur qu'on a vu en début de saison. Faut oublier qu'il est très jeune. Hein? On dirait qu'il n'a pas encore fini son école secondaire. Oui, exactement. Et on a un entraîneur très exigeant aussi. Il ne faut pas l'oublier. Losada, je pense qu'il le mène à la baguette à l'entraînement pour pouvoir exiger de son joueur. On a vu un petit peu la réaction qu'il a eue avec, on peut en parler rapidement aussi, avec Sean Rea. Le faire rentrer et le faire sortir sur un match, c'est extrêmement difficile. C'est vraiment difficile. On a vu la réaction de Sean Rea aussi derrière. Et je pense que c'est des signaux forts qui sont envoyés aux joueurs de leur dire que les gars, si vous n'êtes pas performants, moi, il n'y a pas de sentiment justement. Et je pense que cette philosophie, même si elle est difficile, si tu arrives à l'appliquer de façon juste à tous les joueurs, ça peut être quelque chose d'intéressant. Et je pense qu'un garçon comme Duke devrait faire attention à rester impliqué et à donner le maximum sur le terrain. Sans ça peut vite tourner. Tu me permets de faire un lien intéressant parce que ce mercredi, c'est contre DC United à Washington que l'Impact s'en va jouer. Et Washington, ça n'a pas bien été en fin de semaine. Ils ont perdu contre Toronto. Et Wayne Rooney, avant la pause, juste avant la pause, a fait 3 changements. Si ça, c'est un message, c'est pas un message, c'est-à-dire, je me demande ce que c'est. Wayne Rooney a dit par la suite, « J'ai dit aux gars à la pause, si j'avais pu sortir les 11 joueurs du terrain, je l'aurais fait. » Ouais. Ouch. Ça va pas très bien, là. C'est ça. Cette phrase, on l'a déjà entendue de la part de nombreux entraîneurs, mais passer à l'action. C'est ça. Quand t'en fais 3 pour vrai, avant la pause, j'ai beau chercher dans ma tête, je me souviens pas d'avoir vu ça. Moi non plus, c'est ça. C'est qu'il était vraiment pas content. Donc, Écoute, c'est les aléas des entraîneurs. Faut gérer ça. Mais je le prends pour le CF Montréal et j'ai envie de voir des joueurs plus impliqués, plus consistants sur le long terme. Et pour reparler de Duke, vraiment, c'est un beau joueur, super joueur, mais à lui de continuer à montrer tout son talent match après match et sur la durée. On risque de bien s'amuser quand même mercredi avec l'état d'esprit de l'autre côté. Je m'en frotte les mains déjà. On a terminé notre tour de l'Amérique. On s'en va faire un petit tour en Europe. La fin de la saison dans quelques pays déjà en Europe en soccer masculin et féminin. Soccer masculin, on avait déjà quelques noms de champions, Manchester City, Barcelone, Napoli. On savait déjà que c'était bouclé, qu'il pouvait y avoir fête dans ces villes. Ben là, en fin de semaine, commençons en Allemagne. Mais vieux.
L'Allemagne. Ça fait mal, hein? Ah, oui. Dortmund avait le titre, avait une main sur la grosse assiette. Je ne sais pas comment l'appeler autrement. C'est une grosse assiette, le trophée, en Angleterre. En Angleterre, qu'est-ce que je dis là? Ça va très mal. Ils avaient qu'à battre Mayence à domicile. Facile. C'était 2-0 pour Mayence à la pause. Ils ont fini finalement par faire 2. Fini finalement, ça va très mal. 2-2. Et le Bayern est champion par la petite porte dans l'arrière. 71 points, comme Dortmund. Ils gagnent au différentiel de but. On en a vu des moments crève-cœur comme ça, dernière journée du championnat. Ouais. Où est-ce que tu situes ça? Parce que franchement, pour Dortmund, c'est... Parce que le Bayern règne sans partage depuis un bon moment sur ce championnat. Ouais, on avait enfin l'impression que c'était l'année pour Dortmund. Ils ont fait une saison franchement exceptionnelle. Ils ont réussi. À l'inverse du Bayern, c'est épouvantable par moment. Exactement. Et tu te dis, tu sais, je crois que c'est le moment peut-être le plus frustrant que tu peux avoir en tant que joueur, en fait. Te dire que tu as l'occasion justement de faire la différence. Tu es chez toi, tu joues à domicile, tu as l'impression que tout est réuni en fait pour faire la fête et célébrer ce titre. Il y a 2 ans, Montréal n'avait qu'à battre Orlando. Exactement. La dernière journée pour rentrer dans les séries. Exactement. Et ça, ce sentiment-là, c'est le piège parfait en fait. Et c'est le piège dans lequel ils sont tombés. Je pense qu'il y a... tu sais, je ne sais pas si je peux parler de peur de gagner, mais quand tu as l'événement qui est là, quand tu as tout qui est réuni et que psychologiquement, tu as l'impression que les choses vont être plus simples, tu te prends une équipe qui vient en toute décomplexion, qui vient complètement décomplexée et qui arrive à jouer son jeu de la meilleure des façons et à te faire tomber dans ce piège. Donc, c'est vraiment, vraiment difficile. Et de l'autre côté, tu as la chance pour un Bayern de Munich de remporter ce titre de cette façon. Un peu comme Manchester City l'avait gagné face à Manchester United à la dernière seconde. Attends, c'est pas la même chose. Là. Ouais, c'est tellement pas la même chose. C'est plus... OK, c'est vrai que c'est plus amplifié de l'autre côté, mais... City est allé chercher ce titre-là. Oui, le Bayern, on lui a donné dans une boîte toute pourrie à moitié déballée. C'est ta perception, parce que le Bayern, je peux te dire c'était un enjeu. Ils ont changé d'entraîneur en milieu de championnat. Ils se sont fait péter en Champions League. C'est même pas une question que le score était lourd. Il n'était pas là contre City. Mais c'est pour ça qu'il fallait aller chercher justement absolument ce titre. Et je peux te dire que... Mais ils sont pas allés le chercher, Hassoun. C'est ça qui m'énerve. Ils sont pas allés le chercher. On leur a donné. Mais non, on leur a pas donné. Il fallait gagner, justement. Il fallait justement faire le travail de l'autre côté. Et le travail, ils l'ont fait. Il faut leur donner. Ils l'ont si bien fait que il y a une partie... 98% du personnel du Bayern est très content. Il y a peut-être 2 personnes qui ont passé un mauvais moment à ce moment-là, en la personne d'Oliver Kahn et Salihamidzic, qui sont fait... congédié le jour de la victoire du Bayern. Donc, c'est quand même... C'est pas Del Bosque qui avait perdu son job au Real Madrid après avoir gagné le championnat. Exact. Parce qu'il n'avait pas gagné la Ligue des Champions. Fait que t'es un piment, Del Bosque, va-t'en. Il est puni. Retourne dans ta forêt. Ouais. Mais tout ça pour mettre en lumière le travail du Bayern, c'est difficile. Ça a été une saison difficile pour eux, mais ils arrivent quand même à arracher un titre de cette façon. Donc, faut quelque part... Merci. Arraché. Voilà, c'est ça. Ils l'ont arraché. Ils ont été le chercher. Donc, ils ont été le chercher et c'est pas tombé par hasard. Donc, bravo à eux. Et Dortmund, désolé, tu perds le titre de cette façon. Tu perds Bellingham aussi, sûrement, de cette façon aussi. Donc, joueur de l'année, cette saison, quand même. Exceptionnel. Et puis, j'ai hâte de voir ce qu'il va donner au Real Madrid. Donc, c'était tout un scénario ce week-end pour ceux qui nous loupaient. Vraiment, c'était des moments forts et les aléas du sport de haut niveau. C'est pas confirmé pour Bellingham, mais on le sait. Hein? Il s'en va au Real Madrid, puis le plan de succession de Kroos et Modric s'active. En France, ta France, Hassoun, il reste une journée encore au championnat, mais le PSG est officiellement champion de France. Incroyable. Qui l'eût cru? PSG champion de France. Une autre grande réussite pour le PSG. Cette équipe dominante, cette équipe que tout le monde aime, Hassoun. Et eux, ils ont été le chercher ou pas, ce titre? Pour toi. Je ne vais pas me lancer là-dedans, tu le sais. Mais franchement, c'est... Que dire de ce qui a accompagné
ce titre. Tu parles de quoi? Des trois supporters qui les accueillaient à l'aéroport ou de Neymar qui va pas accompagner ses joueurs? 3. Serais-tu allé? Franchement, non. Ben, c'est ça. Et c'est là le problème, en fait. C'est là le décalage qu'il y a entre un projet super ambitieux d'un Paris Saint-Germain aux poches illimitées, avec des moyens exceptionnels. Et tu vois que quand c'est pas corrélé aux sportifs, bah, le résultat est là, quoi. C'est que tu es champion et il faut pas minimiser un titre de champion. C'est pour ça que j'insistais peut-être sur le Bayern, mais quand tu es champion, bah, c'est que tu as fait un travail fort sur la saison, que tu arrives à dépasser des belles équipes aussi qui ont joué en Ligue 1. Je pense à Lens, par exemple. Lens est en Ligue des champions, les amis. Exactement, qui a tourné à plein régime cette saison et qui mérite tous les éloges, vraiment, à travers leur performance. Puis de l'autre côté, bah, c'est peut-être le titre le plus triste de l'histoire du football. J'allais dire, j'allais dire de la Ligue 1, mais je me demande si on a déjà vu ça, en fait. Je veux dire, t'as un titre de champion de France, tu bats le record du nombre de champions de France en championnat de France, et Paris devient l'équipe la plus titrée dans ce registre-là. Ça devrait être une fête exceptionnelle pour tous les amoureux du football, du Paris Saint-Germain, à ce niveau-là. Et puis tu te rends compte que c'est la grande déception, c'est la Bérésina. Et je veux dire, c'est des images difficiles. Il y a eu 3 personnes à l'aéroport pour accueillir les joueurs. Alors que ça devrait être la liesse, les fumigènes, l'accueil exceptionnel, parce que tu dois en faire un sentiment de fierté. Et d'un côté, on a banalisé un petit peu les titres de champion. Et je pense qu'il faut remettre... Il y a une déconnexion totale. Je veux dire, le football, c'est pas ça. Le football, vaut mieux finir deuxième avec un esprit conquérant, une communion entre les dirigeants, les joueurs et les partisans, comme ça l'est à Lens. C'est une fête populaire exceptionnelle, un sentiment de fierté, une âme collective très très forte. Et de l'autre côté, vaut mieux vivre ça que d'être champion. Et je ne sais pas qui est le plus heureux aujourd'hui, là. C'est les Parisiens ou les Lensois. C'est tout le paradoxe de ce monde-là. Et je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à remettre en question. Tu as parlé de Lens. Donc, félicitations, Lens qui s'en va en Ligue des champions. Dans les autres compétitions, Lille et Jonathan David accrochent la Ligue Europa. Oui. Est-ce que pour toi, c'est un peu le début de la fin de Jonathan David? Est-ce que ça va l'intéresser tant que ça de continuer à Lille en Ligue Europa? Est-ce qu'il va essayer de... Non, moi, la Ligue des champions? Oui, je pense que c'est le temps du départ. C'est le temps? Je pense que c'est le temps du départ. On pensait que c'était le temps il y a 12 mois, il faut le dire. On le pensait, mais c'est vrai que j'étais inquiet au vu de... Moi, la différence qui me marquait, c'était la Coupe du Monde. Je sais, il a vécu une Coupe du Monde difficile, donc je me demandais comment est-ce qu'il allait rebondir. Il a très bien réagi. Remarquablement. Il a très bien réagi et il a pu confirmer en fait le potentiel et le joueur que c'était. Donc aujourd'hui, il y a des éloges qui sont émises à l'égard de Jonathan David. Kylian Mbappé lui a rendu hommage hier sur le stage en disant que c'était un super joueur et qu'il méritait justement tous les éloges aussi. Et c'est vrai, ce qu'il arrive à faire depuis pas mal de saisons, c'est exceptionnel. Et je pense que le moment est venu pour lui d'aller chercher un autre défi. Celui de l'Europa League, c'est un accomplissement pour le club dans un sens, mais en même temps, je pense que quand tu es ambitieux, tu as envie de goûter à la plus belle des compétitions. Et je pense que le moment est venu pour Jonathan David de plonger entre guillemets dans le très très grand bain et de s'inscrire dans un club beaucoup plus ambitieux. Et tu sais qui fait la Ligue des champions l'an prochain? Non, qui d'autre? Ah, on ne le saura jamais. On ne le saura jamais parce que c'est le temps de passer à notre deuxième tour de l'Europe. The podium topped by Chelsea yet again. Eriksen and Bright lift the trophy. And so the celebrations can start. And the fireworks and the flares and the confetti. And the scenes that mean that Chelsea are WSL champions for a remarkable 4th year in a row. Jessie Fleming, Kadisha Buchanan. Ouais. C'est bien parce que ça fait parler des joueuses canadiennes un peu. Parce que, sincèrement, quand tu regardes comment on essaie de mousser la Coupe du Monde, par exemple, du côté de la Fédé, heureusement qu'il y a Chelsea. Heureusement qu'il y a Chelsea, qui est le porte-étendard, finalement, de la victoire dans ce sens. Donc, c'est une super nouvelle, un accomplissement vraiment pour les filles d'arriver à...
je veux dire, à performer de la sorte. J'ai envie de dire que c'est aussi, je l'espère en tout cas, l'occasion pour Chelsea de redorer un petit peu son blason et de parler comme il faut finalement de cette victoire-là. Parce que comparativement, comme tu l'as dit, à ce qui s'est passé chez les hommes, je veux dire, c'est la Bérésina, là. C'est pas possible de montrer cette image et d'avoir autant de moyens, là encore, quand on faisait le parallèle avec le Paris Saint-Germain et d'arriver à ce résultat sur le terrain, c'est embarrassant. Et puis là, tu as une vitrine, finalement, une belle vitrine, justement, que tu peux mettre en avant de ce côté-là. Donc j'espère que Chelsea le fera dans un sens. Et de l'autre côté, Team Canada, de voir justement ces filles, je veux dire, briller de cette façon-là et montrer concrètement qu'elles ont, quelles sont les meilleures dans ce registre-là. Là encore, c'est un bel accomplissement et c'est à la fédération aussi, j'espère, de voir que regardez ce qu'elles sont capables de faire malgré tout ce qui se passe aussi et ça, c'est beau à voir. Et c'est pas fini à Chelsea parce que, on sait que Ashley Lawrence avec le Paris Saint-Germain, c'est terminé. Ouais. On ne connaît pas officiellement, à moins qu'il y ait quelque chose sur mon téléphone, la destination, mais on l'attend à Chelsea. Ouais. Encore du contenu canadien à Chelsea. Est-ce que tu vois ça d'un bon oeil, qu'il y ait certaines destinations, ça et là, en Europe, parmi les... Parce qu'on va le dire, là, Chelsea, en soccer féminin, je pense que c'est indiscutable maintenant que c'est un des géants en Europe, puis ça va le rester probablement pour un bout de temps. Vois-tu ça d'un bon oeil, que ce soit une destination pour les joueuses canadiennes, qu'on se dise que, les points de chute pour ces joueuses-là, c'est l'Olympique lyonnais, exactement. Que c'est Chelsea, qu'il y en ait quelques-uns comme ça. Je veux dire, c'est la destination pour gagner. Donc moi, je pense que quand tu as un projet ambitieux, et il faut le dire, chez les féminines, Chelsea, c'est très ambitieux, forcément, tu es content de voir les meilleures joueuses canadiennes du pays rejoindre ces écuries-là. Moi, je pense vraiment que ça donne justement je veux dire, on parlait de crédit pour les filles à ce niveau-là, mais c'est aussi la forme d'ambition qu'elles ont d'aller toucher, goûter au plus haut niveau et de pas avoir peur de s'inscrire dans des projets ultra ambitieux. Et je pense que j'ai eu la chance, moi, d'échanger avec Ashley Lawrence, d'aller la rencontrer au Paris Saint-Germain. Et je serais pas surpris, en fait, qu'elle soit... elle est déjà là, mais je veux dire qu'elle passe encore un niveau supérieur à travers l'ambition qu'elle a. Quand tu parles avec elle, elle veut vraiment marquer l'histoire concrètement avec un côté assez une grande humilité. Elle montre une grande humilité. Bev Priestman, la sélectionneuse du Canada, disait, je pense, c'est la semaine dernière, que c'était une des joueuses les plus sous-estimées du Exactement, monde. c'est parce ça. Justement, c'est pas sa personnalité d'être flamboyante et tout ça, être très bonne sur le terrain, ça va de soi. Mais c'est comme... C'est une vedette qui s'ignore un peu. C'est ça, c'est ce qui m'a marqué chez elle, justement. C'est vraiment qu'elle fait preuve d'une grande humilité et que c'est vraiment ses actes, le terrain qui parle pour elle et qui l'a menée finalement au trophée du Ballon d'Or, d'avoir je veux dire, tout ce talent qui est reconnu à travers ce qu'elle fait sur le terrain. Et moi, c'est ce que j'aime. C'est je pense, le projet qui lui irait le mieux. Et j'ai hâte de voir la façon dont ça va se concrétiser et de voir si elle va s'inscrire dans cette équipe-là. On a mentionné l'Olympique lyonnais. On a une championne canadienne, Vanessa Gilles, qui va prolonger son prêt d'une saison. Elle appartient encore techniquement à Angel City FC en NWSL, prêtée pour une autre saison avec l'Olympique lyonnais. Je pense que ça, encore une fois, on peut voir ça d'un bon œil si elle continue à être justement une des cadres de cette équipe-là. Puis on connaît le sérieux du projet de l'Olympique lyonnais. L'OL change de main aussi. Il y a quelque chose qui s'opère à cet endroit-là. Il faudra surveiller comment tout ça s'articule. Mais quand même, je veux bien croire qu'il y avait un groupe de propriétaires qui étaient bien assis, qui savaient ce qu'ils faisaient, mais je ne peux pas croire qu'un changement à ce stade-ci va faire capoter le projet non plus. Moi, ça m'inquiète un petit peu. Pour être franc. Je vois tout ce qui se passe, la façon dont Lyon opère justement ce départ de Jean-Michel Aulas. Ses déclarations à Jean-Michel Aulas aussi. Je l'ai entendu dire la semaine dernière qui cédait la main, certes, mais qui demandait aux partisans de continuer à être très exigeants avec les nouveaux dirigeants.
Donc, je ne sais pas ce que ça veut dire. Je ne sais pas s'il y a des doutes. On a vu justement les spéculations qu'il y avait, le fait de devoir opérer avec la section féminine pour rentrer dans des considérations de business aussi. Et donc, j'espère en tout cas que Lyon gardera la même ambition, gardera la même volonté. Hein. On a parlé au cours de dernier balado de l'importance d'avoir des dirigeants qui étaient ambitieux, qui avaient une vision pas seulement pécuniaire. Et Jean-Michel Aulas faisait partie de ça. C'est sa vision vraiment et sa volonté d'accompagner le soccer féminin qui a permis d'avoir cet essor-là. Et quand tu as ce dirigeant-là qui part, forcément, tu te demandes... Voilà, est-ce que Textor va avoir, donc le nouveau propriétaire, va avoir la même ambition que Jean-Michel Aulas pour le secteur féminin? Je l'espère en tout cas, et j'espère que ça permettra, comme tu l'as dit, à des filles comme Vanessa Gilles de continuer leur essor et de rester dans une équipe ultra compétitive. Une de tes préférées, Marie-Yasmine Alidou, a gagné la Coupe du Portugal. Joli trophée. Une première pour Famalicão. Ouais, j'ai été content de voir ces images, d'avoir sauvé le trophée avec ses coéquipières. Ça a été, franchement, c'est beau à voir. On a parlé de son parcours, on a parlé de sa dédication. Je fais un anglicisme. J'ai dire dedication. Sa dedication. Exactement. Non, tous les sacrifices, toute la persévérance qu'elle a eue pour ces accomplissements-là. Et ça fait toujours plaisir de voir ces jeunes filles s'accomplir et réussir ce qu'elles font à l'étranger. Est-ce que c'est une occasion de rebondir encore par la suite et d'avoir un nouveau projet par la suite? Je l'espère pour elle, mais en tout cas, vaut mieux apprécier les bons moments et c'est un super moment pour elle ce week-end. Et Famalicão, je trouve le logo du club est vraiment pas mal. Tu parlais de la beauté du trophée, le logo. Et c'est c'est la question qu'on a posée sur les réseaux sociaux. Quel est le logo le plus original du monde du soccer? J'en ai retenu quelques-uns. Ça, j'ai aimé ça. Julien qui parle des Kempston Rovers et de leur sympathique noix de Grenoble. As-tu déjà vu ce logo-là? Il y a littéralement une noix de Grenoble en plein milieu du logo. Attention aux allergènes. Hein? Oui, c'est ça. Ça, c'est dangereux. Si on te montre ça aussi pendant Ramadan, peut-être tu vas avoir faim. Non, au mois d'avril, mai, ça marche bien. Moi qui suis allergique, là, Tu vois, on apprend encore Hein? Ça, c'est pas sur la page Wikipédia d'Assun Camara, ça. Ça y rentre là, ça y est. Ton âge est là 2 fois, mais ça, on ne savait pas. Michael qui dit, et ça m'a surpris, en tant que fan du Barça, celui du Real Madrid, sans aucun doute, ce logo est parfait en tout point. C'est vrai qu'il est beau. Mais parfait en tout point, vraiment. Surtout qu'il est fan du Barça, de ce qu'il nous dit. Donc, le logo du Barça, c'est pas mal aussi. Là. C'est ça. Mais non, celui du Real Madrid, écoute, je veux dire, c'est iconique. Même s'il était moche, je ne sais pas si on serait assez objectif pour... Est-ce que les résultats... À l'époque où il n'y avait plus de roi en Espagne, on avait enlevé la couronne. Il était plus... je pense que c'est la couronne qui fait le logo. La couronne qui avait été... les Kings de Los Angeles, dans la MH l'avaient... emprunté, dirons-nous. Tu regardes, c'est exactement la même couronne, le vieux logo, là, à l'époque où il y avait des chandails mauves. C'est bon à savoir. Les Kings. Tu peux retourner dans tes archives de hockey. Je suis sûr que tu as tes coffrets DVD à la maison. JP qui parle des Orlando Pirates, que c'est le plus beau logo. C'est spécial. Vraiment? Il ressemble à quoi, grosso modo? Googlez-le, le logo des Orlando Pirates. Okay. C'est assez spécial. Ça donne vraiment l'impression d'une... c'est ça, c'est assumé, d'une gang de pirates. Je vais regarder ça. Et Alex, ça, j'ai pas trouvé ça drôle. Alex qui mentionne le logo de Valencia. Je veux bien, là. Mais là, après ça, il a mis un gif de chauve-souris. Puis ça, j'haïs ça. Les chauves-souris, OK? J'haïs ça. C'est pas bon. C'est pas correct, Alex. Vu comme ça. J'ai pas passé un bon moment en lisant ton commentaire. À cause de lui. C'est à cause de lui. T'as personne qui a cité le CF Montréal? Il y en a eu, mais ça allait un peu dans tous les sens. Oui, l'ancien logo était beau, le flocon de neige ressemble à un club de ski de fond, c'est ce genre d'affaires-là. OK. C'est vrai que ça faisait un très beau logo de ski de fond. Du bon de ski de fond à ça. Oh, non, c'est pas pour moi. Mont-Royal, non? C'est pas pour moi, ça. Non? Plus un grimpeur à vélo, tel que vu avec Hugo Wool. C'est trop de souffrance pour moi, c'est bon. C'est ça. Donc, merci d'avoir répondu à cette question. Toi, Assun, ton logo, le logo le plus original à tes yeux, c'est lequel? Rapidement.
J'aime beaucoup celui de la Juventus qui a été refait récemment. T'aimes l'ancien ou le nouveau? Le nouveau. J'aime Ah, beaucoup. Ouais, j'aime bien le nouveau. Je trouve que, je sais pas, en termes de branding et leur intention d'avoir un foot global, je trouve que ça. Bah écoute, c'est un des premiers qui me marque, donc j'aime vraiment bien ce que ça donne. Beaucoup de gens qui ont répondu, quelques-uns qui ont répondu celui-ci, L'Olympique de Marseille, oui, c'est vrai que tu as porté. c'est vrai que c'est ouais. C'est pas mal. Marseille, c'est aussi propre. C'est aussi un beau logo. Mais ouais, c'est celui que je mettrais le plus en avant, qui me marquerait, celui de la Juventus. Je sais pas, la Juventus arrive à se renouveler en fait, tout en gardant une certaine originalité. Que ce soit le logo, mais je parlais de la musique aussi qui accompagne ce club, qui est assez récente aussi. Je trouve qu'ils arrivent à garder ce mélange d'histoire et de nouveautés. Ils le font assez bien. Bon, très bien. Alors, après le beau, on va terminer avec le moins beau. On va revenir sur l'affaire Vinicius. Je dis moins beau, mais il y a eu un peu de beau à travers tout ça, dans la mesure où il y a eu énormément de messages de soutien, d'hommage à Vinicius. On vous le rappelle, qui a été la cible d'insultes racistes à Valence, pour faire un lien avec le segment précédent, à Valence la semaine dernière. Vinicius n'a pas joué dans le match, la victoire de 2-1 du Real Madrid à Séville. On a prétexté une blessure. Il était là quand même en civil cette semaine pour prendre ces hommages-là. Essentiellement, il y a eu 2 matchs de mémoire la semaine dernière du Real Madrid, et puis il a pu aller au Bernabéu, aller recevoir cet appui du public madrilène qui a été pas mal derrière lui jusqu'ici. Et ça a été quand même, on l'a vu pour ceux qui regardaient sur YouTube, on a vu différentes images d'appui chez lui au Brésil notamment. Oui. Est-ce que ça t'encourage? Est-ce que ça a mis un peu de baume sur notre plaie collective? Non, c'est une bonne chose de voir l'élan d'hommage rendu à Vinicius. Je pense que c'est une chose qui l'a personnellement touché et qui a touché, j'allais dire, toute une communauté, j'allais dire de joueurs noirs, bien entendu, mais de footballeurs à travers le monde. Donc forcément, voir cet élan de solidarité, c'est une bonne chose. C'est quelque chose qui nous permettra de marquer le coup et d'espérer, en tout cas, de changer le regard sur le racisme dans le monde du sport. Et en même temps, j'ai peur qu'on tombe là encore dans ce qu'on a connu aussi par le passé. Donc, un élan de solidarité, des messages, des images fortes qu'on a vues. Mais pas d'action. Pas d'action. Et c'est ce qui me gêne le plus. Moi, j'ai envie d'entendre des actions justement de la part des ligues, des fédérations, de montrer que ça ne sera plus jamais comme avant, de voir des sanctions tomber, certes, mais de voir des sanctions qu'on n'a peut-être jamais vues par le passé. Ce qu'il faut dire, c'est que quand même, la semaine dernière, il y a eu des arrestations. Pour ce qui est de 2, juste pour préciser, il y en a eu 3 arrestations à Valence, vraiment en lien avec ce qui s'est passé. Mais on l'a vu, ça. Au Mestalla, et 4 arrestations pour la pendaison d'une effigie de Vinicius. Ça avait été réalisé, on présume, par des partisans de l'Atlético Madrid, sous un pont à Madrid. Ouais. C'était en janvier. Mais ça, c'est des choses qu'on a vues déjà. C'est des choses qu'on a vues. Et moi, je m'attendais et j'attends justement, je sais pas moi, une réunion de crise vraiment à la proportion du fléau qu'est le racisme, tout simplement. Et j'ai l'impression que c'est des choses que j'ai vues qui sont répétées. Et il n'y a aucune raison, en fait, que ça ne recommence pas de cette façon-là dans les stades. Donc, j'espère vraiment que les ligues, que les fédérations, que les organisations veulent prendre en considération de façon très très forte ces enjeux-là.
Et de l'autre côté, de faire aussi un parallèle avec ce que j'ai entendu. J'ai entendu pas mal de commentaires parlant justement de l'attitude de Vinicius, que Vinicius était un joueur provocateur. Ben, veux-tu qu'on parle de Javier Tebas? Allons, c'est parti. Le président de la Ligue qui a dit la semaine dernière, en fait, qui a comparé le traitement qui est réservé à Vinicius aux insultes que recevaient jadis Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. Façon de dire que c'est parce qu'il est bon. C'est parce qu'il est bon qu'il se fait insulter comme ça. C'est pas parce qu'il y a un préjudice racial ou quoi que ce soit du genre. C'est parce qu'il est bon. Et il a aussi dit, M. Tebas, que la Ligue pouvait régler le problème du racisme dans les stades en 6 mois. Eh bien. Allons. Eh bien. Mais comment, monsieur? Comment, M. Tebas? Mais c'est ça. Il y a un glissement. Il y a un gros glissement de la part du message des autorités, là. C'est comme si on essayait de contourner le problème au lieu de l'attaquer de front. De le contourner, mais surtout d'avoir une orientation qui est totalement, pour moi, indigne d'un président de Ligue, tout simplement. Tu dois faire face et dire concrètement que le racisme est un fléau et ne pas mettre de mais, en fait. Et moi, c'est ce qui me gêne le plus, c'est qu'en mettant ce mais, en jetant le discrédit sur Vinicius, en disant que c'est à travers son talent, tout simplement, qu'il est invectivé par les partisans, tu décales justement ce problème-là et t'empêches d'aller là où je le souhaitais, de prendre des véritables actions. Et je trouve que c'est indigne. C'est indigne. C'est pas de la classe d'un président et je pense vraiment que c'est ce qui me choque le plus. Moi, tu sais, comme je disais, Vinicius est un joueur provocateur, c'est vrai. Il fait des actions même souvent qui peuvent paraître idiotes sur des situations. Tu te dis, mais pourquoi il peut faire ça à ce moment-là du match? Il n'y en a pas besoin. Mais il veut jouer. Des choses qu'on peut coller à des joueurs comme Neymar, etc. Il n'y a pas de problème. Mais c'est des joueurs spectaculaires qui sont forts, qui sont doués, qui ont des qualités que d'autres n'ont pas, qui peuvent se permettre de faire des choses sur le terrain que d'autres n'ont pas. Et de ce postulat, on se dit ok, vu qu'il provoque, on a le droit justement d'être raciste avec lui. Mais non, on n'a pas le droit d'être raciste avec lui. On n'a pas le droit de parler de sa couleur de peau, de l'invectiver, d'avoir ces mots et ces gestes dans un stade qui sont juste terribles et inqualifiables, sous prétexte que c'est un joueur provocateur et qui peut avoir justement une personnalité forte et qui dérange. Donc je pense que c'est important de faire la part des choses. Et c'est important pour un président, justement, d'avoir de la hauteur. J'ai l'impression qu'il a un discours je sais pas, d'une personne qui est au bar et qui va parler d'une certaine façon, en fait, d'un joueur dans un stade. Non, tu es juste président de la Liga, en fait. Tu es président de la Liga, tu dois justement combattre les enjeux les plus difficiles. Et cette posture et cette attitude qu'il a eue à l'égard de Vinicius, moi, je trouve qu'elle est juste scandaleuse, en fait. Elle est juste scandaleuse et il faut combattre, justement, ces idées-là. Et quand tu as un président qui communique de la sorte, c'est pas pour rendre service aux Noirs qui jouent dans son championnat, mais aussi à ses joueurs et aux partisans. Certains partisans qui doivent apprendre, justement, de leurs erreurs et qui ont l'impression encore qu'ils peuvent venir au stade de la meilleure des façons. Ils seront pas invectivés par leur président et moi, je trouve ça totalement injuste. On en est au point où est-ce qu'il y a eu des manifestations jusque devant le consulat d'Espagne à São Paulo, devant l'ambassade à Brasilia. Ouais. Je veux dire, on n'est pas à la crise politique. On n'est pas rendu là, mais ça fait jaser au Brésil. Là, puis ça va... Ouais. J'ose croire, du moins, ça va faire réfléchir certaines personnes quand on voit qu'on est rendu à manifester devant des ambassades. Non, c'est sérieux. On parle bien entendu pas d'une affaire d'État, mais tu as quand même des interventions de la part du président de la République, de Lula. Je veux dire, il y a des symboles forts qui ont été faits justement à travers cette affaire-là. Et je pense que, oui, j'espère en tout cas que c'est quelque chose qui permettra de changer de paradigme. Tu sais, c'est pas une histoire qui date de 2 semaines. Ça fait 20 ans qu'on voit ces mêmes situations. Je veux dire, des joueurs comme Roberto Carlos, comme Ronaldinho, qui étaient forts aussi, qui se faisaient jeter des bananes sur le terrain, Dani Alves, etc. Il était tellement provocateur. Exactement, et c'est ça. Il voulait juste jouer. C'est ça, tout simplement. C'est ça le problème, c'est qu'on, sous prétexte que c'est des joueurs provocateurs qui sont doués techniquement, qui se permettent des choses sur le terrain que d'autres ne peuvent pas se permettre, forcément, on a le droit justement de leur jeter des bananes et de les insulter tout simplement de sales singes ou d'autres noms d'oiseaux. C'est pas possible. C'est juste pas possible. Et je pense que vraiment que ce président-là n'est pas à la hauteur de sa fonction. Vraiment, c'est un scandale et c'est indigne de sa personne.
C'est un dossier qui est encore très en mouvement. La saison n'est pas tout à fait terminée en Espagne. Il y a peut-être le temps d'un dernier, j'allais dire, coup d'éclat. On revient encore au point de qu'est-ce qu'une réelle action. Mais en tout cas, est-ce que Vinicius va effectivement vouloir partir? Ça, c'est une autre question à laquelle Carlo Ancelotti espère avoir la réponse. Il dit non, il reste ici, mais je veux dire, Vinicius... Pep Guardiola avait des... Bon, c'est sûr que Pep Guardiola, d'un point de vue politique en Espagne, c'est sûr qu'il va tenir un certain discours par rapport à une certaine Espagne, mais quand même de parler du problème du racisme en Angleterre, où est-ce que, selon lui, on a apporté des mesures plus concrètes, justement. Oui, est-ce qu'il essaie de mettre la puce à l'oreille à Vinicius aussi? Vinicius qui donne des ballons à Erling Haaland, je dis ça. Ce serait beau à voir aussi. Ouais. Une suggestion comme ça. Si j'étais à FIFA, c'est peut-être quelque chose que je ferais, mais FIFA n'est pas la vraie vie, Hassoun. Oh, ça dépend pour qui. C'est pas la vraie vie, Hassoun. Tu peux pas remplacer un 89 par un 91 et te dire « j'ai une meilleure équipe ». C'est pas comme ça que ça marche. Il y a encore beaucoup de soccer. On parle de fin de saison en Europe, mais il y a encore beaucoup de soccer à se mettre sous la dent. On le disait en commençant par mercredi contre DC United pour le CF Montréal. L'Impact de Montréal. Il y a eu une discussion sur les réseaux sociaux, l'utilisation du terme Impact de Montréal. Je vous laisse réfléchir à ça. Où est-ce que vous vous situez? Est-ce que vous utilisez encore Impact de Montréal pour parler de ce club-là? C'est un surnom qui est consacré à mes yeux, que j'utilise des fois quand on ne me l'efface pas dans mes textes. Hassoun, merci beaucoup d'avoir été là. Un plaisir, merci. Merci à vous, à la maison, d'être encore là. Merci à Jacques-Alexis derrière la console. Merci à Christine Roger pour les ondes positives qu'elle nous envoie chaque semaine. On vous retrouve tout le monde la semaine prochaine pour un autre Tellement Soccer. Sur tous les terrains et sur tous vos appareils, Radio-Canada Sport.